Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à votre émission H comme Hémicycle. La tribune de la représentation nationale reçoit sur ce plateau Dr Epainet Djanran Sendé, rapporteur général de la commission santé, affaires sociales, conditions de la femme et droits de l'enfance du Conseil national de transition. Il sera question au cours de cette émission du décryptage de la loi portant création du Centre national d'accueil, de rééducation et de réinsertion des enfants vulnérables. Bonsoir. Bonsoir. Nos téléspectateurs aimeraient d'entrée de jeu connaître qui est Dr Epainet. Je suis d'abord médecin en santé publique, docteur en santé publique, comme on le dit, et également membre de la commission, comme vous l'avez si bien souligné, et aussi pour avoir fait beaucoup de choses en termes de gestion de projet, en termes de spécialistes experts en gestion de projet, en communication, tout ce que vous voulez. Donc pour le moment, je pense que je reste dans ce cadre de membre de la commission, rapporteur général de la commission, santé, affaires sociales, conditions de la femme et protection de l'enfant. Oui, tout de suite dans la présentation, vous dites que vous êtes docteur en santé publique. Alors dites-nous comment docteur Epainet de l'hôpital de la santé publique s'est retrouvé à l'hémicycle. Je pense que c'est pas de l'hôpital, hein. C'est pas de l'hôpital. Moi, je suis politicien, mais un politicien peut-être plus ou moins caché. Je suis allé au conseil au nom de l'UNDR. Donc, je ne suis pas allé au nom des autres commissions. Donc, je suis politique, même si cette politique-là, je le faisais un peu plus ou moins caché, maintenant un peu plus officiel, parce qu'il y avait des conditions qui ne me permettaient pas parce que j'étais dans une organisation américaine qui faisait que la politique, je ne pouvais pas la faire comme je le fais aujourd'hui. Donc je suis allé à l'Assemblée au compte, n'est-ce pas, du parti UNDR. Oui, étant de la santé publique, quel serait donc votre apport au sein du Conseil national de transition? Bon, je pense qu'un spécialiste en santé publique est beaucoup plus stratégique, beaucoup plus stratégique, parce que mon apport sera, n'est-ce pas, d'aider le pays dans la conception, dans la mise en œuvre, dans la rédaction des politiques en matière de santé et tout ce qui arrivera en matière de santé. Et aussi, il faut reconnaître que j'ai un peu, quand vous parlez de la protection de l'enfant, c'est ce que j'ai fait pendant une dizaine d'années. Je pense qu'on a aussi, j'ai quelques bribes de connaissances dans le cadre, n'est-ce pas, de la protection de l'enfant. C'est la raison pour laquelle je suis là-bas dans cette commission et permettra, n'est-ce pas, à donner mon petit grain de sel, comme on l'a dit, pour l'avancement, n'est-ce pas, de tout ce qui est sanitaire, de tout ce qui est protection de l'enfant. Oui, et s'il fallait parler de la santé d'une manière générale, comment vous trouvez la situation sanitaire d'une manière générale aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'enfant, d'une manière générale? Je pense que le Tchad a un bon système sanitaire avec les trois pyramides, comme on l'a dit, au niveau central, au niveau périphérique et au niveau intermédiaire. Donc moi, je m'intéresse beaucoup plus au niveau périphérique parce que c'est les centres de santé, les dispensaires qui m'intéressent. Non, à ce niveau, la prise en charge ces derniers temps a un peu changé depuis les quelques années parce que le Tchad a fait beaucoup d'efforts dans le cadre, n'est-ce pas, de la revitalisation des systèmes de santé. Et bon, voilà, il y a des insuffisances, certainement. Je pense qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Les insuffisances sont à quel niveau? Bon, je pense que je voulais parler par exemple des insuffisances sur le plan de référence, parce que nous sommes une zone tellement enclavée. Vous savez que quand une femme peut-être en grossesse est à 200 km, là où il n'y a pas peut-être un centre de santé, c'est un problème. C'est un problème pour ramener cette femme-là dans un centre de santé ou dans un dispensaire. Ça aussi, c'est des efforts que le pays doit faire pour pouvoir rapprocher les bénéficiaires, les communautés, n'est-ce pas, des centres de santé. Je pense que pour ça, ce sont des efforts à faire, mais je reconnais quand même qu'aujourd'hui, le Tchad n'est pas quand même le dernier. Un exemple, je disais avant-hier, dans le cadre du budget, parce que la conférence de l'Abuja avait, dans sa résolution, il devrait avoir 15% de budget dans chaque pays pour permettre, n'est-ce pas, de booster les problèmes de santé au niveau africain. Mais le Tchad a un certain niveau et il est parti jusqu'à 9%.
Et maintenant, je pense que ces dernières années aussi, il a avancé. J'ai eu l'opportunité, n'est-ce pas, de travailler sur 11 pays dans le cadre, n'est-ce pas, d'une stratégie de plaidoyer. En Côte d'Ivoire, en Haïti. Et puis je me suis rendu compte que sur tous ces pays, c'est le Tchad, celle qui avait au moins 9% des budgets qui a été alloué pour la santé. Bon, cette année, je pense que ça doit aller, mais c'est des efforts quand même qu'il faut reconnaître que le Tchad fait beaucoup de choses. Conseiller Epainet, dites-nous pourquoi un centre national d'accueil, de rééducation et de réinsertion des enfants vulnérables, alors qu'il existe déjà un autre centre d'accueil pour enfants. Est-ce que ce ne serait pas du doublon? Nous avons déjà un centre à Koundoul. Je ne pense pas que c'est du doublon. Je ne pense pas que c'est du doublon. Nous avons, il y a eu un centre, comme on l'appelait, centre de jeunes de Koundoul, le centre rural de Koundoul, qui est créé en 1961, le 2 décembre 1961, là-bas. Donc ce centre était simplement un centre qui regroupait Koundoul. Maintenant, aujourd'hui, Koundoul, on peut arriver rapidement. C'était dans un petit village et on voulait insérer les enfants, un centre rural de Koundoul. Après, à un certain moment, on l'a appelé centre d'accueil de Koundoul. Donc tout ça, il n'y avait pas une loi juridique qui le régissait. Maintenant aussi, l'autre chose, ce n'est pas un doublon, je l'ai dit. Pourquoi? C'est ce centre simplement qu'on a érigé en Sénarève, comme vous l'avez si bien appelé, le Centre national d'accueil, de rééducation, de réinsertion des enfants vulnérables. Parce que maintenant, le centre Espoir de Koundoul ne pouvait qu'accueillir. Il y avait des insuffisances. La première insuffisance, c'était accueillir simplement des enfants de 11 à 16 ans. Donc maintenant, l'enfant n'est pas simplement 11 à 16 ans. L'enfant, la Convention internationale dit que l'enfant à partir de 18 ans. Donc maintenant, c'était déjà une insuffisance. Et puis la deuxième aussi, pour la mobilisation de fonds, ce n'était pas possible. Parce que maintenant, les partenaires techniques disaient que bon, c'est un petit centre, on ne peut pas venir là pour pouvoir donner de financement pour un petit centre, tout ça. Mais il y a quand même des apports qui ont été faits par rapport à ça. Et c'est la raison pour laquelle je pense que c'est ces centres simplement qu'on a voulu le rendre national avec une loi qui permettra, n'est-ce pas, de mobiliser beaucoup plus de fonds avec les partenaires et puis prendre en charge ces enfants qui étaient oubliés. Parce qu'on restait à 16 ans, alors que c'est à 18 ans. Mais ces enfants de 17 ans, de 16 ans et quelques jusqu'à 18 ans révolus n'étaient pas pris en compte. Donc voilà un peu pourquoi le gouvernement pensait qu'il y avait une insuffisance qu'il fallait corriger. Oui, tout de suite dans votre présentation, vous dites que le centre a été créé en 1961 et que le centre n'a pas un cadre juridique. De 1961 à nos jours, vous imaginez qu'un centre créé à l'époque de Ngarta Tomalbaye jusqu'à nos jours, on ne peut pas avoir, un centre ne puisse pas avoir un cadre juridique? Bon, je pense que ça, c'est une question que le ministère doit répondre. Moi, en tant que conseiller, je ne peux pas arriver là. De toute manière, il y avait un arrêté, comme je l'ai dit, en 61, l'arrêté 3289, affaires sociales, etc., qui a érigé, n'est-ce pas, ce centre en 61, le 22 décembre 61. Donc maintenant, ce cadre juridique ne peut pas, c'est la raison pour laquelle, pendant la présentation, n'est-ce pas, de cette loi, la ministre disait que voilà, ça c'était des insuffisances, il voulait corriger. Donc après plus de 50 ans, on n'a pas pu réfléchir. C'est maintenant qu'il y a des situations qui arrivent. On est obligé, n'est-ce pas, de corriger pour prendre en charge ces enfants. Et ce centre également ne pouvait pas prendre les enfants qui sont en conflit avec la loi. Parce que là également, c'était une insuffisance. Tout ça, ce sont des aspects qu'il faut tenir compte pour pouvoir y avancer. Bon, on marche en corrigeant. Donc maintenant, c'est vrai qu'il y a des erreurs. Ils ont pensé qu'il fallait corriger. On marche, comme on l'a dit, les syndicalistes disent, on marche en corrigeant, donc on corrige. Un de vos collègues conseillers qui avait initié une question orale avec débat sur le Centre national de Koundoul, malheureusement, la question a été avortée. Alors, pouvez-vous nous expliquer la raison pourquoi la question a-t-elle été avortée? En fait, je pense que la plénière au niveau du Conseil, elle est souveraine. Hein. Donc, dans l'article 72, n'est-ce pas, de notre loi, la plénière est souveraine. C'est vrai que le centre, l'interpellation du ministre a été faite avant, mais on n'a pas pu le tenir. Dans la mesure où nous sommes arrivés, n'est-ce pas, à voter une loi que le centre sénégalais n'existe pas et que nous avons mis en place, n'est-ce pas,
un autre centre, le centre d'accueil de réinsertion et l'autre, je pense que l'interpellation n'avait plus son sens, à mon avis. Donc maintenant, nos règlements intérieurs disent que bon, dans la salle, un conseiller s'est levé et dit non, ça n'a pas d'importance. Et on vote. Et on en a voté, l'autre est souverain et l'autre est annulé. Il n'y a pas de sens, quoi, en fait. Si on faisait avant, si l'interpellation était venue avant la présentation de la loi, il n'y avait pas de souci. Mais tel que la loi est déjà votée, ces centres n'existent plus, à mon avis. Non, mais ces centres n'existent plus du moment où la loi n'est pas encore promulguée. Oui, bon, mais la loi n'est pas encore promulguée. Oui, oui. Même si la loi n'est pas promulguée, ces centres-là, nous pensons que c'est un centre qui était là, qui a des insuffisants, qui est déjà passé, ils pouvaient le faire avant. Mais maintenant, bon, là, ça c'est la première raison. Deuxième raison, et comme je l'ai dit, la plénière est souveraine. La plénière souveraine, on peut dire que non, ça ne marche pas. Si les députés pensent que non, cette loi n'a pas sa raison d'être, ils votent. C'est comme ça qu'ils ont voté, ils ont dit, à main levée, voilà, nous on ne veut pas continuer, il faut arrêter ces débats, ça s'est arrêté. Donc on ne peut pas empêcher la plénière de décider ce qu'il fait, il est souverain. Docteur Epayenet, quelle est donc la capacité d'accueil et la catégorie des enfants qui seront admis dans le dit centre? Je l'avais dit tantôt, il y avait déjà des catégories qui étaient vraiment lésées pendant ce temps. Et maintenant, selon les informations que nous avons et les discussions que nous avons eues avec l'équipe du ministère, donc la capacité d'accueil maintenant du centre, au moins ça 100 enfants. Et maintenant, je pense que comme il n'y a pas assez d'infrastructures, on espère qu'avec cette loi, s'ils ont des moyens, ils pourront, n'est-ce pas, augmenter la capacité. Pour le moment, c'est 100 enfants. Et maintenant, les enfants qui vont être là, comme je l'ai dit, il y a les enfants maltraités, il y a certains enfants qui sont abandonnés, il y a des enfants en conflit avec la loi, il y a toute cette paloquerie des enfants-là qui seront pris en compte, n'est-ce pas, au niveau de ce centre, oui. à mon avis. Oui, les enfants maltraités, les enfants en conflit avec la loi, et vous dites ici que la capacité d'accueil, ça fait 100 enfants. Mais est-ce que vous estimez Pour le moment. Pour le moment, le centre, avec le centre Espoir de Koundoul, il y a une capacité de 100 pour le moment. Maintenant, assez d'espace. C'est la raison pour laquelle le ministère pense qu'il pourra avoir, n'est-ce pas, de financement avec ses partenaires pour pouvoir augmenter la capacité d'accueil. Je pense que c'est la raison pour laquelle ce projet de loi est arrivé, parce que les partenaires disaient non, nous, c'est un petit centre, on ne peut pas venir investir là, il n'y a pas de valeur juridique, comment on va mettre là, tout ça. Donc ça a poussé le ministère à pouvoir initier, n'est-ce pas, cette loi. Maintenant, on espère qu'à partir de là, il y aura... maintenant, même s'ils le font maintenant, ils seront beaucoup plus à l'aise pour accompagner ce centre. Pour le moment, 100 enfants, vous savez, soutenir 100 enfants, ce n'est pas petit. Alors donc, il y a toute une prise en charge, la prise en charge sanitaire, il y a la prise en charge alimentaire, il y a la prise en charge sur le plan éducationnel, il y a toutes ces choses-là qui rentrent en compte. Donc 100 enfants, les prendre en charge, je pense que ce n'est pas petit. Nous n'allons pas prendre tous les enfants, mais il y a quand même un tri qui doit être fait pour voir mais quels sont les enfants qui nécessitent, n'est-ce pas, vraiment cette prise en charge au niveau de ce centre. Voilà. Mais ça va quand même, ça va toujours s'augmenter. 100 enfants pour l'ensemble du pays? Non, bon, pour le moment, je pense que dans la présentation de loi, il était question également que ce centre va être selon le moyen de l'État. Et ils vont mettre ce centre dans quelques provinces. Je pense qu'il y a des provinces au moins qui sont là, il y a quelques enfants qui sont là. Pour le moment, on les prend en charge dans les centres sociaux. Bon, ça demande des capacités et des moyens, n'est-ce pas, pour de l'État, qui pourront, n'est-ce pas, augmenter les lots. Pour le moment, bon, ils sont à 100 enfants. On espère que la prise en charge est le bon. Parce qu'avec 100 enfants, il y a tout ce qui est réinsertion, il y a tout ce qui est l'autre. Même si l'enfant, ils sont là provisoirement. On doit le former, on doit le réintégrer dans leur famille. Parce qu'on se dit généralement que le milieu propice pour un enfant, c'est la famille. Même si cet enfant-là est sorti de là, il faudrait faire. Il y a toute une logique là, dans le cadre de la négociation, de médiation entre les villes, là où tous ces enfants qui sont là, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de père, ils sont là. Il y a des pères qui sont là, cachés là. Peut-être il y a un petit conflit, ces enfants sont partis dans la rue ou
on dit les enfants à la rue, les enfants dans la rue, et ces enfants, ils ont leurs parents. Mais ils sont quand même partis. Mais maintenant, quand on le trouve, il y a quand même des spécialistes qui sont là. Ils essaient, n'est-ce pas, de rentrer en contact avec le parent. Il y a une médiation qui se met en place. Ces enfants sans ne pourront pas rester là. Parce qu'il y a des va et des viens, des va et des viens. Je pense que voilà un peu comment ça se gère, ce centre. Dans les discussions générales, les conseillers nationaux ont particulièrement insisté sur les ressources humaines, les ressources financières et matérielles pour le fonctionnement du centre. Je pense que c'est le budget de l'État. C'est le budget de l'État d'abord. Les enfants sont les enfants tchadiens et ces enfants doivent être pris en charge par le budget de l'État. Donc ce n'est pas même le partenaire technique et financier qui viennent en rescousse ne peut pas prendre la totalité de ce que le ministère va en mettre en place. Maintenant, c'est le budget de l'État. Il faudrait que le ministère puisse mettre en actif, n'est-ce pas, ses budgets, tout ce qu'il doit faire. Moi, je pense que la loi des finances 2022, il y a quand même quelques chapitres qui sont là dans le ministre. Le ministre nous avait confirmé également pendant le débat. Je pense que c'est d'abord l'État, après l'État, c'est l'être financier. Donc, en ce qui concerne les matériels, tout ça, ça se fait déjà un peu avec quelques ONG, les organisations comme l'UNICEF, qui apportent de temps en temps, qui viennent de temps en temps en rescousse pour ces enfants, malgré qu'il n'y a pas l'autre. Il y a aussi Prajuste, qui a également appuyé, même dans la clôture, n'est-ce pas, de ce centre. Maintenant, c'est Prajuste qui l'a fait. Donc, moi, je pense quand même qu'il y a des organisations qui donnent leur appui et on espère qu'ils pourront aider le ministère pour pouvoir avoir une bonne capacité et l'autre. En ce qui concerne les moyens humains, je pense que le ministère a assez de moyens, a assez de personnel. Maintenant, même déjà dans le centre, les informations que nous avons reçues, il y a quelques personnels qui sont déjà là pour le début. Et il faut des personnels multidisciplinaires parce que le centre, il va avoir des agents de santé, il va avoir les agents, tout ce qui est, disons que de la formation professionnelle. Donc c'est tous ces ministères-là qui vont envoyer des personnels là pour pouvoir aider ces enfants à être formés et être réinsérés dans leur famille. Le Centre national d'accueil, de rééducation et de réinsertion des enfants vulnérables prend en compte le volet réinsertion sociale. Quelles sont donc les mesures qui seront prises pour l'accompagnement de ces jeunes une fois être dans leur communauté? Ok, bon, moi j'ai dit en discutant même à la plénière, il faut se dire que l'accompagnement de chaque enfant se fera en rapport de sa formation reçue. Donc maintenant, on prend un enfant... Les formations reçues, quel genre, les disciplines par exemple? Donc, maintenant, on a parlé, n'est-ce pas, de la maçonnerie, de l'électricité, par exemple, de l'agriculture. Toutes ces choses, ça dépend de ce qu'on va mettre à la disposition du choix de l'enfant. Donc il était question également, avant de commencer, ces enfants sont là, quand ils arrivent à un niveau d'avoir ce qu'ils ont déjà plus de 12 ans, 13 ans, il faut, n'est-ce pas, exposer qu'est-ce qu'ils veulent, parce qu'ils sont formés là. Maintenant, on ne peut pas imposer, n'est-ce pas, une profession à un enfant. Donc, c'est à lui de choisir. Moi, je veux faire l'électricité, moi, je veux faire l'agriculture, moi, je veux faire l'autre. Bon, toutes ces personnes, tous ces enfants doivent identifier ce qu'ils doivent faire en rapport de ce qu'ils veulent. Et en ce moment, selon le moyen, n'est-ce pas, du centre, et ils accompagneront les enfants dans leur autre. Si des enfants qui font la couture, par exemple, les filles, généralement, ils font la couture, il faut leur acheter la machine, il faut le ramener chez lui, il faut l'installer. Donc voilà, ça demande beaucoup de l'argent. C'est la raison pour laquelle je disais que c'est avec le budget de l'État que toutes ces choses doivent se passer. Mais maintenant, si les partenaires arrivent, il y a des spécialistes qui sont là, ils pourront dire aux gens, voilà, qu'est-ce qu'on doit faire, présenter leurs besoins. Bon, quels seront donc les rapports qui seront établis entre le dit centre et les autres centres de rééducation, à l'exemple, par exemple, du centre d'Aguna Espoir? Bon, il n'y a pas seulement que le centre d'Aguna Espoir. Le centre d'Aguna Espoir vient il y a quelques années, mais même déjà dans la présentation de ce projet de loi, l'équipe du ministre nous a fait signaler qu'ils avaient déjà donné quelques appuis même au centre d'Aguna. Maintenant, en dehors de ça, je pense que les rapports seront les rapports de partenariat. Nous avons SOS Enfants, nous avons le centre Dieu béni, Ophelina Dieu béni. Nous avons assez de centres qui sont là en N'Djamena, donc je ne peux pas tous les citer, mais ce sont des centres déjà qui travaillent bien avec le ministère. D'une manière ou d'une autre, ils apportent leurs petits
petite contribution là pour aider ces centres, pour aider ces gens à le faire. C'est ça les responsabilités. Et moi, pour avoir travaillé pendant peut-être plus de 10 ans avec l'UNICEF, parce que j'étais au CRS, et on était dans ce cadre, n'est-ce pas, de la prise en charge des enfants. Et généralement, tout ce que nous faisons, c'est le ministère qui est le chef de file. Même si on avait des moyens, la prise en charge de ces enfants sur le plan scolaire, tout ça on rend compte au ministère. C'est le ministère qui doit suivre à la lettre tout ce qui se passe des partenaires. Donc maintenant, la collaboration, que vous soyez déjà ici au Tchad en train de prendre, même si c'est 2 enfants, et je pense que le ministère doit être au courant qu'il y a 2 enfants, il y a une association ou une organisation qui fait telle ou telle chose là à ces niveaux. Je pense que ça, au moins, on n'a pas besoin de leur dire. Mais, à mon avis, je pense que ce serait un rapport de partenariat et voilà, qui va être coordonné par le ministère. Un rapport de partenariat qui va être coordonné par le ministère, vous le dites. Ouais. Et aujourd'hui, le phénomène de trafic d'enfants prend de l'ampleur. À ce niveau, quelles sont les dispositions prises? Nous, on doit vraiment faire attention à ce niveau parce que il y a beaucoup d'enfants qui sont, il y a 2 mois, pas les petits-enfants, mais des grandes personnes même, non? On nous disait que voilà, on a trouvé une bus là avec 20 quelques enfants sur le pont de Chagua. Mais malgré ça, malgré qu'ils étaient interceptés, après ça, les gens ont fait comment ils ont laissé ceux-là partir. Bon, maintenant, c'est toute cette situation. Maintenant, il n'y a pas vraiment, comme je l'ai dit, l'État doit être plus ferme, quoi, en fait. Doit être plus ferme pour cette situation d'enfants, de trafic des enfants. À chaque fois qu'on se rend compte que cet enfant-là réellement a été trafiqué, il faut vraiment frapper. Maintenant, quand on ne frappe pas, ça ne marche pas. Et c'est ça notre dilemme, en fait. Vous parlez aussi des enfants en conflit avec la loi. Conseiller Epainet, est-ce que des juges pour enfants sont-ils déjà identifiés pour veiller, par exemple, sur certains enfants en conflit avec la loi au niveau du centre? Oui, bon, pas au niveau du centre. Il y a déjà les juges pour enfants de toute manière dans les tribunaux. C'est ce qui s'est fait aujourd'hui, à ma connaissance. À chaque fois qu'un mineur, n'est-ce pas, est pris quelque part, donc ce n'est pas un autre juge, il y a des juges pour enfants. Je pense qu'on en avait 2 à Moundou, que je connais bien pendant ce temps. On avait également un juge à Kélo, et on a toujours travaillé avec eux. Entre-temps, je pense que même déjà dans cette loi, les cadres sont bien définis par rapport aux juges pour enfants pour le moment. Pour le moment, donc maintenant on utilise les tribunaux. À ces niveaux-là, les juges, il y a des juges pour enfants et ils font le travail en bonne due forme. Et l'apport de leaders religieux pour la rééducation de ces enfants, est-ce qu'ils seront aussi impliqués? Bon, pas religieux seulement. L'apport, moi j'aurais souhaité également dire, mais quel est nous en tant que pères? Et avant de venir aux religieux, les religieux et les chefs traditionnels, ils doivent être impliqués. On ne peut pas travailler, nous en santé, on dit qu'on ne peut pas travailler pour les gens. Parce que la participation, elle doit être active, pas passive. Quand on veut toujours travailler pour les gens, on n'arrive pas. On travaille avec les gens, pas pour les gens. Dès que vous travaillez pour les gens, vous avez échoué. Mais si vous travaillez avec les gens, vous avez au moins 40% de réussite dans ce que vous faites. Donc maintenant, si on veut que ces enfants-là puissent arriver, il faut que nous, même le ministère déjà, travaille déjà avec les parents d'abord. Travaille avec les parents, et il travaille également, bon ça serait les sensibilisations, les mobilisations, c'est ce que les ONG font tous les jours, pour quand on a un enfant, qu'est-ce qu'on le fait, comment on doit le soigner, comment on doit l'amener à l'hôpital, tout ça. Le rapport des religieux et des chefs traditionnels doit être là en ce sens, pour dire aux gens non, ça ne marche pas. Et comme je le disais tout à l'heure par rapport aux enfants talibés, le comité islamique doit interpeller ceux qui sont en train de faire le travail, en train d'utiliser les enfants pour aller quémander. Les enfants viennent pour apprendre le Coran, ils ne viennent pas pour aller quémander pour donner à un marabout. Ça également, ils doivent intervenir. Et y compris les chefs traditionnels également, quand il y a ces choses, il faut intervenir. Voilà un peu ce que je pense de la participation et de la collaboration, n'est-ce pas, de l'implication des chefs traditionnels. Et y compris toi et moi en tant que père. Voilà. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ainsi se referme notre édition. Nous venons de recevoir sur ce plateau Dr Epainet Djanran Sendé. Il est rapporteur général de la commission santé, affaires sociales, conditions de la femme et droits de l'enfance du Conseil national de transition.
Il était question au cours de cette émission du décryptage de la loi portant création du Centre national d'accueil, de rééducation et de réinsertion des enfants vulnérables. Au revoir et à la semaine prochaine.